Voilà, rebonjour. Donc, à présent, nous vous proposons d'aborder comment la culture et le patrimoine peuvent contribuer davantage à l'inclusion des personnes réfugiées, demandeuses d'asile et immigrées, que nous appelons, selon le vocabulaire de l'association Singa France, des personnes nouvellement arrivées. Nous avons donc l'honneur d'accueillir Heidi Christ, qui dirige le projet MADE 51 au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alexandra Dromar, qui est chef du département des publics au Centre des Monuments Nationaux. Depuis Berlin, Myriam Kurz, qui est chef de projet au musée d'art islamique au sein des musées d'État de Berlin de la Fondation du patrimoine de Prusse. Nathalie Romatet, propriétaire du château de Miromesnil. Et Sébastien Goecalp, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration du Palais de la Porte Dorée. Et la modération est assurée par David Robert, directeur général de Singa France. Cher David, c'est à vous. Merci. Je pense que le casque de Nathalie ne fonctionne pas. Alors c'est tout bon. Bonjour à tous. Hello everyone. Thank you for coming here today. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Entre 2014 et 2018, environ 5 millions de personnes ont fui la Syrie et l'Irak, la plupart en Turquie, au Liban et en Jordanie, et environ 1,5 million en Europe. Ça représente à peu près 0,3% de la population européenne. Et pourtant, c'était déjà un défi dans certaines régions, mais un défi a priori abordable. En 2022, suite à la guerre en Ukraine, ce sont plus de 5 millions de personnes qui, cette fois-ci en quelques mois, ont dû quitter l'Ukraine. 5 millions de personnes, ça représentait 1,2-1,3% de la population européenne. Dans certains pays, évidemment, on pense en premier lieu à la Pologne et un peu moins à la Roumanie, ces flux migratoires ont représenté un défi plus grand en termes de résilience de l'économie, en termes de capacité d'accueil, etc. Selon les experts de l'Organisation internationale sur les migrations, l'OIM ou IOM en anglais, le nombre de réfugiés liés au dérèglement climatique pourrait grimper jusqu'à 250 millions à l'année 2050. Ces chiffres, au regard de la population mondiale, ne sont pas encore démesurés, mais ils sont cette fois-ci importants. Si on imaginait qu'à peine 10% de ces personnes choisissaient l'Europe, puisque l'immense majorité ne va évidemment traverser qu'une seule frontière, a priori, celle des pays voisins, ça représenterait cette fois-ci 25 millions. On voit que de façon cyclique et de façon structurelle, les migrations dans les 30, 40, 50 ans à venir sont sans doute amenées à augmenter de façon exponentielle. Avec donc les défis qui vont avec. Comment est-ce qu'on adapte la réalité d'un marché du travail à des langues extrêmement différentes? Comment est-ce qu'on assure des capacités d'accueil? Comment est-ce qu'on travaille le vivre ensemble dans une société où le nombre de cultures en jeu et en interconnexion est plus important? Ce sont des défis auxquels tous les acteurs économiques, à commencer par les acteurs culturels, vont devoir faire face. Et pour ça, on a 5 invités aujourd'hui, que je remercie de leur présence. Et je voudrais commencer par donner la parole à Heidi Christ, UNHCR, donc l'organisation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les personnes réfugiées. Et Heidi est notamment à la tête d'un programme qui s'appelle MADE 51 et qu'elle va nous décrire. Alors donc, deux choses. Est-ce que vous pouvez évidemment vous présenter MADE 51 et présenter un peu comment, depuis la perspective d'une organisation internationale, vous vivez la réaction et l'adaptation des institutions culturelles depuis à peu près 2015. Voilà. Bonjour David, est-ce que l'on m'entend? Superbe. Merci de l'opportunité que vous me donnez d'intervenir aujourd'hui. Est-ce que l'on peut peut-être voir les diapos correspondantes? Alors, quelques mots sur MADE 51. Je travaille donc avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Nous sommes basés à Genève. J'ai donc pris le premier train du matin pour pouvoir être avec vous. Je suis ravie d'être ici. Donc, comme David l'a dit, nous avons une crise des réfugiés croissante dans le monde. C'est un des défis les plus importants de notre époque. En mai 2022, nous avions déjà plus de 100 millions de personnes déplacées contre leur volonté dans le monde. Sur ces 10 dernières années, ce chiffre a augmenté de manière très visible.
83% de ces personnes vivent dans des pays à faible revenu. Environ 72% dans les pays directement voisins des pays qu'ils ont fuis. Donc quand ils sont persécutés, ils traversent la première frontière et s'arrêtent là. Et plus de 80% de ces pays sont des pays à faible revenu. Il y a donc un double défi ici, puisque ces pays doivent déjà gérer leur propre population avec leurs propres difficultés pour essayer de leur permettre d'améliorer leur situation de vie. Et ensuite, il y a une crise des réfugiés qui vient s'y ajouter. La crise typique dure de plus en plus longtemps. En moyenne, elle dure de 15 à 25 ans. Donc c'est la durée que les gens passent en tant que réfugiés. Cette situation donc dure, mais quelquefois elle dure encore plus longtemps que cela, pendant des décennies et des décennies. Il faut donc trouver d'une manière ou d'une autre une solution. Le commissariat trouve que avoir un emploi digne est une solution très très utile. C'est un excellent levier. Lorsque l'on peut travailler, on peut couvrir les besoins de sa famille, on peut de manière beaucoup plus efficace gérer la situation dans laquelle on est. Mais comment y parvenir ? On sait que lorsque l'on fuit, on abandonne ses moyens de subsistance, on abandonne son emploi, on ne prend pas avec soi l'usine dans laquelle on travaillait ou le bureau dans lequel on travaillait. Et donc chacun ne prend que ce qu'il peut porter. Et cette photo, ce sont les réfugiés yézidis fuyant l'Irak, mais c'est tout à fait typique de n'importe quelle crise des réfugiés. Les gens ne prennent que ce qu'ils peuvent porter. Mais on emporte aussi avec soi sa culture, son patrimoine et ses capacités. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut reprendre, une base sur laquelle travailler et que l'on peut développer dans le pays d'accueil. Et c'est ce que nous faisons à Made 51. Le commissariat aux réfugiés a commencé en 2018 à regarder comment les capacités artisanales des réfugiés pouvaient être utilisées pour leur permettre d'avoir un revenu durable. L'idée centrale, c'est de reconnaître que les réfugiés ont des actifs productifs. Certes, ils ont tout abandonné, mais ils ont avec eux tous ces actifs immatériels qu'ils ont transportés et qui peut être utilisé. MADE, au début, c'était l'acronyme pour l'autonomisation et le design du marché. Et donc, c'est la responsabilité du commissariat aux réfugiés de donner ces outils aux réfugiés. Très rapidement, quel est le modèle de travail ? Nous voulons créer des emplois dignes. Donc, nous travaillons avec des entreprises sociales qui donc travaillent avec les normes du commerce équitable, et nous travaillons avec ces différents groupes dans le monde, et ainsi les réfugiés créent les produits qui, grâce à ces entreprises, peuvent être mis sur le marché. Donc, par le biais de ce système, de ce modèle de travail et de commerce équitable, où que l'on soit, on peut s'assurer que les réfugiés participent vraiment à ce travail digne. Le modèle, donc, à grands traits, nous identifions les capacités, les connaissances de ces réfugiés, très souvent dans les centres urbains où ils sont. Nous avons des outils pour identifier ces capacités. Certains travaillent en groupe, certains individuellement, et ensuite on fait le lien avec les entreprises du secteur social responsable local. Ils travaillent souvent donc dans l'artisanat, et avec ces groupes, ils développent une ligne qui peut être mise sur le marché. Une gamme de produits qui est conçue en lien avec le pays d'origine des réfugiés. Il s'agit donc d'exploiter vraiment leur culture, leurs capacités, leurs qualifications pour pouvoir tirer le meilleur parti de ces actifs. Et nous développons ces produits aussi avec des acheteurs locaux. Ça passe donc par les entreprises sociales directement et par les partenaires sociaux de Made 51. Dans ce processus, nous nous assurons d'abord qu'il y a une conformité et une protection suffisante des réfugiés. Nous nous assurons que les réfugiés sont présents dans cette chaîne de valeur d'une manière où ils ne soient pas mis en danger. Nous voulons qu'ils maximisent leurs gains possibles.
Et nous nous assurons aussi que les produits soient en phase avec nos critères. Parce que nous voulons que la représentation, l'image qu'ils donnent de ce travail des réfugiés soit à un niveau suffisant. Et que la proposition de valeur soit à un haut niveau. Nous avons donc un ensemble de critères sur les propositions de conception qui vont en ce sens. Merci beaucoup. Je vais donc aller un peu plus vite, j'ai bien compris. Nos objectifs. Nous voulons donc porter les réfugiés et révéler les talents et la contribution de ces réfugiés. Et les boutiques de musées et les institutions ont un rôle ici important à jouer parce que ce sont des produits donc de belle qualité qui racontent une histoire et nous voulons pouvoir raconter cette histoire auprès des gens qui sont susceptibles d'acheter les produits. Nous voulons aussi que les entreprises aient la possibilité de se développer en même temps que les réfugiés et nous présentons des produits uniques sur les marchés, des produits qui représentent vraiment, là encore, la tradition et le patrimoine de ces réfugiés. Et c'est une approche de collaboration. Le commissariat reconnaît qu'en tant qu'agence humanitaire, il peut faciliter et rassembler les acteurs. Néanmoins, le commissariat ne veut pas assumer la responsabilité de l'intégralité de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, il ne pourrait pas le faire. Nous avons donc besoin de beaucoup de partenaires. Les acheteurs, les entreprises sociales, tout un ensemble de partenaires qui permettent de faire fonctionner ce système et de nous assurer que les objectifs sociaux et autres soient remplis. Pour les boutiques de musées, nous sommes en train de parler ici vraiment d'artisanat patrimonial. Il s'agit donc de pouvoir explorer ce patrimoine des réfugiés, que quelquefois ils ont perdu après des années et des années de conflits ou perdu en partie. Et donc tout cela vient nourrir les produits qui peuvent aussi être modernisés. Tout cela fait partie de l'histoire que l'on raconte. Et puis, bien sûr, donc, c'est une histoire qu'on nous raconte. Au commissariat, nous voulons nous assurer qu'il y ait des histoires positives sur les réfugiés. Il faut que les réfugiés soient vus comme des gens qui ont des talents, qui ont une contribution à apporter au monde. Et l'une façon de le faire, c'est de passer par ces produits, de raconter l'histoire dont est tiré ce produit. Donc, nous travaillons à nous assurer que c'est ce qui se fait avec chacun de ces produits. Par exemple, vous voyez ici une collaboration que nous avons faite avec Chloé, la marque de luxe, de mode de luxe. C'est au Pakistan avec des femmes afghanes qui lavent ici les broderies qui ont été faites. Quand vous voyez cette photo, vous pouvez imaginer que les institutions culturelles peuvent reprendre cela pour dire cette histoire et pour parler des défis actuels dans les pays. Et pour aussi expliquer comment les musées peuvent aider à dépasser ces difficultés. Donc il s'agit vraiment de créer des futurs, des avenirs, plus riants pour ces réfugiés. Merci beaucoup, Heidi. Vous nous parlez ici d'une intégration professionnelle, mais pas seulement, puisque vous parlez aussi de changer l'histoire, de changer ce qu'on se dit sur la migration. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers Myriam Kurz, qui travaille pour le musée d'art islamique à Berlin. Et j'aimerais que vous nous disiez ce qui a changé dans vos institutions depuis 2015 et comment vous contribuez à mettre en lumière ces capacités et à changer l'histoire que l'on se raconte sur les réfugiés. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Je suis Myriam Kurz. Et ma spécialité, c'est le... Est-ce que l'on m'entend? Je suis donc spécialiste d'art islamique et je travaille dans les musées de Berlin sur un projet qui s'appelle Avenir partagé et passé partagé. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques impressions d'ensemble de ce travail que nous faisons au musée et que nous avons donc commencé en 2015. Le musée des arts islamiques à Berlin a une histoire très spéciale de communication et de diffusion de notre travail pour essayer de contribuer à une société plus en discussion, plus en dialogue. Notre projet le plus connu, c'est probablement Multaka, qui a été lancé en 2015. Dans le projet Multaka, il y a donc des gens qui ont fui la Syrie et l'Irak principalement et qui ont été formés comme guides des musées et qui
font des visites de musées gratuites pour des publics arabophones, et donc en particulier les nouveaux arrivés arabophones. Mais aussi pour des gens qui ne sont pas des nouveaux arrivants, et puisque des immigrants en Allemagne arabophones, on en a depuis bien plus longtemps que 2015, évidemment. Et donc ça permet de partager ce patrimoine avec ces publics. Un autre projet de diffusion, c'est le projet Tamam, dans lequel nous travaillons avec des éducateurs de différentes communautés en Allemagne. Nous avons développé là des critères pour l'éducation culturelle dans les mosquées allemandes. Ces deux projets ont donc des groupes cibles spécifiques, mais pour le dernier projet que nous avons lancé, nous avons voulu élargir notre public. Il nous paraissait important non seulement d'intégrer les réfugiés et de leur donner l'accès à la culture, donc en les formant comme guides de musée, comme je vous l'ai dit, nous voulions aussi travailler sur les conséquences à plus long terme de la migration et voir comment cela faisait évoluer les sociétés. La société allemande est une société de migration. Ce n'est pas sans poser quelques problèmes, je suis sûre que vous le savez parfois. Et dans notre dernier projet, nous voulions aborder l'ensemble de la société. C'est notre nouveau groupe cible, si vous voulez. Nous voulions ici avoir une possibilité d'une société plus inclusive, avec davantage d'autonomisation et d'accès culturel pour tous. À notre sens, c'est quelque chose qui ne peut arriver que si nous arrivons à réduire les stéréotypes, la discrimination et les exclusions qui perdurent dans notre société. Avec ce projet et avec les différents matériaux éducatifs que nous avons développés, ce que nous cherchons à faire, c'est démultiplier les idées qui sont associées à l'islam et à la migration, ou à l'immigration plus exactement, dans nos sociétés. Alors, juste sur cette diapositive, elle n'est pas parfaite, mais enfin bon, j'essaie de vous montrer que nous avons lancé une plateforme de e-learning avec différents contenus, avec des apprentissages en éthique et autres qui peuvent être utilisés notamment dans la pédagogie, dans les écoles. Et cela permet d'intégrer cela donc dans les cursus scolaires, pour créer des images plus nuancées, plus diverses de l'islam et des impacts positifs de l'immigration. Nous essayons également d'expliquer comment ces processus migratoires sont parfaitement normaux, habituels et historiquement très courants dans toutes les sociétés. Ça n'a rien de nouveau, la migration. Et nous voulions aussi mettre en exergue ce que nous partageons avec les autres cultures. Nous avons créé une boîte à outils avec le projet Multaka. Cette boîte à outils remet en question les idées reçues sur l'immigration et essaye de montrer tout ce qui migre. Nous avons aussi voulu montrer que la compréhension habituelle de la migration est souvent très racialisée et nous avons donc voulu changer un peu les choses avec cette boîte à outils qui est utilisée par les écoles à Berlin. Nous avons par exemple montré l'histoire de ces concepts qui migrent, quelle est la différence entre un réfugié pris comme réfugié et un réfugié pris comme expert de sa culture, par exemple. Donc tout ce genre de choses. Et puis une autre chose que nous avons faite, c'est un jeu. Nous avons développé un jeu d'aventure historique qui vous emmène en voyage dans l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe et l'Asie centrale et l'Asie du Sud au XVe siècle. Ici, nous essayons de faire découvrir la connaissance médicale et comment elle a voyagé en partant notamment du monde musulman pendant ces siècles. Les dirigeants de Grenade étaient musulmans à l'époque. Et donc nous avons un dirigeant qui est malade et qui n'a pas de médecin capable de le soigner. Et donc vous, dans ce jeu, votre rôle, c'est d'aller trouver les connaissances médicales diffusées dans le monde entier pour pouvoir le guérir. Donc vous voyagez sur toute cette carte que vous voyez ici, avec différents arrêts. Et vous découvrez par exemple la thérapie musicale développée au Caire et à Bagdad. Nous espérons que cela permettra de
créer davantage Thank you so much. d'inclusion Is the dans game on notre sale? société. Ce jeu, on peut l'acheter? In Museum Connection. Non, ce n'est pas un jeu que vous pouvez acheter. Les écoles peuvent Okay, thank you le so demander gratuitement. I think there's going to be an interesting mural with Merci. Sébastien Gocalp. Je pense Bonjour, que ce sera Sébastien. très intéressant. Merci Nous allons de votre maintenant présence. entendre Sébastien Gocalp. Quand on voit et quand on écoute Myriam Kurz, le travail du musée d'histoire islamique de Berlin, Vous m'entendez? voilà, le C'est travail bon, du attendez. musée d'histoire islamique de Berlin et Bonjour, donc apparemment tout le monde m'entend, merci. Oui, Donc d'accord. Sébastien Gocalp, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration. lui il m'entend pas. Toi tu m'entends pas. Toi tu m'entends pas. Question? Oui, je vous entends. C'est bon? C'est bon? Tu m'entends? Voilà, Sébastien m'entend. Et pendant cette petite pause, je vous propose un morceau de musique. Non, c'est bon. Normalement, ça va aller jusqu'au bout. Donc Sébastien, je disais, il y a sans doute un écho sacrément intéressant avec ce que vient de raconter Myriam Kurz du musée d'art islamique de Berlin, puisque évidemment l'idée n'est pas de se centrer sur les personnes réfugiées, mais de voir comment l'arrivée des nouveaux arrivants à Berlin est l'occasion de faire réfléchir la société allemande dans son ensemble sur la question de l'inclusion. Et on voit avec tout ce qu'elle a développé, etc., les jeux, évidemment, les cours, les plateformes d'e-learning, que l'idée c'est de considérer que cette migration est une opportunité pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. En France, on pourrait dire que votre institution est peut-être la seule à avoir pris les choses de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que peut-être les gens ne connaissent pas bien, qui est le mode de fonctionnement et le cœur de métier du Musée national de l'histoire de l'immigration? Effectivement, donc c'est un musée qui a été mis en place en 2002 après l'arrivée au second tour de la partie ouvertement xénophobe, en tout cas à l'époque, et qui donc a amené le président de la République élu, Jacques Chirac, à réfléchir à un lieu qui contribue au vivre ensemble et à un peu démonter tous les clichés qu'on peut avoir sur l'immigration, et a donc confié cette mission de création d'un musée à Jacques Toubon, qui est un musée qui a ouvert en 2007, mais qui n'a d'ailleurs pas été inauguré à ce moment-là par le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy. Le but de ce musée, c'est vraiment contribuer au vivre ensemble, expliquer ce qu'est l'immigration, de manière, tout à l'heure on avait l'ICOM la plus scientifique possible, ne pas faire en théorie de prosélytisme, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire que l'immigration est bien ou mal, nous sommes là pour dire ce qu'est l'immigration et apporter des éléments de connaissances sur l'immigration. Après, le visiteur doit se faire son idée. Évidemment, vous imaginez bien que toutes les personnes qui travaillent dans ce musée ont un fort soutien à l'immigration, sinon ils ne passeraient pas 8 heures par jour là-dessus. Mais voilà, c'est le but. Le point aussi à montrer, c'est que finalement, j'ai l'habitude de dire, mais c'est un musée, on en parle tous les soirs à la télé. Et c'est vrai que tous les soirs, dans les infos, vous avez l'immigration, souvent de manière assez sensationnelle. Et on est une goutte d'eau face à CNews ou BFM TV. C'est qu'est-ce que représente ce musée qui a quelques centaines de milliers de visiteurs au maximum par rapport à une chaîne qui émet tous les soirs et qui terrorise tous les foyers français sur la grande invasion, etc. Eh bien, en fait, c'est un rôle scientifique et de représentation, c'est-à-dire que dans cet endroit, vous pouvez venir et rencontrer un discours scientifique étayé et prendre connaissance d'objets qui racontent cette migration de manière incarnée. Et donc c'est finalement un lieu repère, symboliquement extrêmement important sur l'immigration. C'est un espace de réflexion, car on organise pas mal de conférences. C'est un lieu de ressources historiques, vous pouvez faire des recherches sur l'immigration, on a une médiathèque, et c'est un lieu qui se veut d'apaiser la réflexion, et apaiser un sujet chaud, et effectivement, on mène par exemple pas mal de débats, et on s'aperçoit que même sur des sujets assez tendus, le débat est souvent apaisé. Alors on peut le faire de diverses manières, sur place, en ligne, dans les expositions. Voilà, je vais essayer d'être rapide, excusez-moi. La chose qui est, on est à Museum Connection, et c'est une chose que ça me fait plaisir de rappeler ici, on est un lieu d'objets. Un musée, ça représente des objets. Évidemment, il y a le patrimoine immatériel, etc. Mais on part d'une collection. Et on refait en ce moment un parcours permanent, alors je pense qu'à cette distance vous ne voyez rien, mais qui raconte l'histoire de l'immigration en 12 dates importantes. Et autour de ces 12 dates de 1685, qui est à la fois la révocation de l'édit de Nantes, donc le départ des protestants, mais aussi
l'établissement du Code noir qui, lui, fixe le statut des Noirs et va parler finalement de la traite négrière, qui est une migration forcée, mais qui est une migration aussi. Donc, ce qui donne un peu l'ampleur aussi du parcours, jusqu'à 2015, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à 2022, avec la crise notamment en Méditerranée. À partir de ces dates, on développe des thèmes qui peuvent être propres à chaque siècle, 1848 ou 1889 par exemple, réforme de la Code de la nationalité, et de montrer que des thématiques d'hospitalité, de refus, de changement des statuts, etc., sont des thématiques qui sont en fait ancrées dans l'histoire avec souvent les mêmes mécanismes, et on apprend juste à comprendre comment ça fonctionne. On a donc une collection, 3 collections. Alors évidemment, ceux qui connaissent, je m'excuse parce que c'est un peu le courant. Une collection d'art contemporain, de société. Et nous avons par exemple recueilli des objets qui appartiennent au bateau SOS Méditerranée, donc des gilets de sauvetage. Et comment à partir de ces gilets de sauvetage, on voulait récupérer aussi l'échelle qui permettait de remonter les bateaux, mais bon, c'était un peu trop lourd et compliqué à installer. Mais donc on a pris des gilets de sauvetage qui est aussi tout aussi parlant et qui nous permettent de raconter l'histoire de SOS Méditerranée et de ces associations qui justement viennent au secours des migrants en Méditerranée. L'encyclopédie des migrants, par exemple, qui est un projet d'un collectif qui réunit les discours des migrants. Donc on donne 400 discours, histoire, photos. Donc on donne à voir, à comprendre, à percevoir à travers des parcours de société, mais aussi des œuvres d'art contemporain. Par exemple, celle-ci, Bruno Boudjelal, Araga, il a fait un montage avec les vidéos justement de personnes sur les bateaux de survie. Et il en a fait un montage. Donc c'est à la frontière de l'histoire, de la société et de l'art contemporain, comment donner à percevoir, comprendre l'histoire de la migration. Et d'ailleurs dans le début du projet que vous avez envoyé, il faut évidemment faire la différence entre les immigrés, qui est le cœur de notre sujet, mais aussi les migrants, les réfugiés, etc. Donc ça, ce sont les éléments scientifiques qu'on présente. Des œuvres d'art contemporain aussi, on avait fait celle-ci par exemple, qui permet d'aborder de manière différente et de poser les problématiques de manière différente, non pas frontalement. C'est une difficulté de ce musée aussi. On essaye de parler à toute la société française, enfin internationale, mais de fait, c'est surtout les Français qui viennent, et pas forcément uniquement à ceux qui sont pour l'immigration ou pour venir en aide aux réfugiés, mais aussi ceux qui considèrent que l'immigration est un problème, qu'on est menacé, etc. L'idée, c'est d'amener des éléments de réflexion, et soit scientifique, soit par une approche artistique qui va poser les questions de manière un peu transverse. Actuellement, on a une exposition sur les artistes étrangers à Paris et qui permet de comprendre comment Picasso, John Mitchell sont des artistes qui sont arrivés à Paris, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'art français, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont retiré de l'art français, et de manière plus largement, voilà, qu'est-ce que l'immigration, en quoi l'immigration peut être positive. Donc essayer d'avoir des biais assez directs, mais parfois un peu plus indirects. On a évidemment une collection de patrimoine, donc j'ai montré Persona Grata, cette œuvre de Barthélemy Togo, ou bien encore les expositions qu'on mène qui permettent, au-delà de ce parcours permanent donc, qui ouvre le 17 juin prochain, je vous invite tous à venir le voir, des expositions transversales, une sur les frontières, une autre sur justement l'hospitalité en France, voilà, qui permettent à chaque fois d'offrir, pour les gens qui viennent, évidemment aussi sur le site internet où vous parliez de jeux, on a des expositions mobiles qui circulent à travers la France sur ces thématiques, de comprendre ce qu'est un réfugié, ce que représente personne ou peu de gens en fait quittent là où ils vivent par simple plaisir. Vous quittez votre endroit où vous vivez parce que vous êtes contraint par raison politique, climatique, économique, politique, et on explique cette histoire et comment ce déplacement se passe. On essaye là encore aussi donc par des œuvres d'art, par la littérature, par la bande dessinée, par le cinéma. On a des prix, des résidences, des cycles. Et on accueille aussi des manifestations. On a accueilli Singa qui avait fait intervenir les candidats, enfin les partis politiques sur les questions d'immigration. On a accueilli aussi au comité, le UNHCR qui avait un concours d'éloquence. Et puis on a aussi accueilli, alors je sais pas si c'est cette diapositive, volontaire, qui est un programme des VSC qui permettait à des volontaires en service civique d'accueillir des jeunes réfugiés, ou bien encore ici le projet qui est mené par Judith De Paul. On a arrêté pour l'instant, mais c'est ce qu'il appelle l'atelier des artistes en exil, où chaque année il y avait un festival qui donnait la parole à des artistes en exil. Donc il y a vraiment un lieu physique, une sorte de plateforme, j'aime bien ce terme, et puis un lieu aussi de patrimoine qui permet de se rendre concrètement compte de ce que sont ces questions. Voilà. Je vous remercie. Merci.
On va aller de l'autre côté du prisme des institutions culturelles. On va aller vers une institution culturelle patrimoniale de transmission de l'héritage, qui est un musée privé, qui est un musée qui n'est pas parisien. Et on va demander à Nathalie Romatet, propriétaire du château de Miroménil, ce que les migrations récentes ont pu changer ou pas dans sa manière de concevoir le rôle d'une institution culturelle. Bonjour, je vous propose, comme entrée en matière, de regarder ce petit film qui a été réalisé. En fait, moi je m'occupe du château de Miroménil, qui est à côté de Dieppe, donc on est près du bord de la mer, et qui a été reconstruit fin 16e, début 17e, qui est effectivement notre maison aussi, et qui est totalement privé, ce qui veut dire que c'est privé de subventions, de tout ce qu'on veut. On ne vit qu'avec ce qu'on gagne, d'accord ? Donc nous accueillons beaucoup de publics très différents, nous avons presque 30 000 visiteurs par an, et nous nous sommes lancés dans cette aventure qui s'appelle Chiche Chef, grâce à un de nos mécènes qui s'appelle Nutri7, qui est une entreprise internationale, et un peu par un concours de circonstances. Et donc grâce à cette opération qui s'appelle Chiche Chef, on a pu découvrir ce que peut être l'arrivée de gens totalement étrangers, complètement démunis de tout en France et dans un lieu comme Miroménil. Donc je vais laisser le film se lancer maintenant, et avec le son aussi, peut-être. Alors, c'est pas très grave. Là, on est dans le jardin potager. En fait, l'avantage de Miroménil, c'est qu'il y a un jardin potager dans lequel on cultive des légumes, des fruits qui nous permettent de nous nourrir. Vous savez, tout ce que vous avez dans vos assiettes quotidiennement, ça pousse dans la terre. Et c'est ce que nous faisons depuis des siècles et des siècles à Miroménil. Et la culture dans le jardin potager de ces fruits et des légumes a permis de créer un lien. Alors, l'entreprise Nutri7, qui nous mécène depuis de nombreuses années, mécène et aide aussi 2 associations. La première qui s'appelle les Nids, et qui est une association de placement de fratrie, d'enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents, qui sont placés, mais ensemble, ce qui est assez chouette, et qui mécène aussi France Terre d'Asile, donc l'accueil de migrés, etc., etc. Donc, Nutri7 nous a réunis un jour en nous disant, nous, on vous mécène, là, le château de Miroménil, France Terre d'Asile et les Nids, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est complètement à l'opposé. Vous imaginez bien, un château fin 16e, 17e, ces migrés qui sont dans la rue comme ça, ces enfants placés qui ont une perte totale de repères. Et l'idée est venue d'organiser cette opération qui s'appelle Chiche Chef. Et donc, qu'est-ce qui nous réunissait tous finalement, et qui nous réunit tous aussi ? Eh bien, c'est la nourriture. Et donc... nous, parce qu'on cultive, on a notre jardin potager. Et puis finalement, tous ces gens ou tous ces enfants qui sont en perte totale de repères à un moment donné sont lâchés entre guillemets dans la nature quand ils sont ou majeurs ou quand ils arrivent dans le pays et ils connaissent pas forcément tous les légumes, tout ce qu'on peut manger, comment est-ce qu'on peut manger. Ils n'ont surtout pas les moyens de pouvoir les cuisiner ou avoir des bonnes recettes, etc. etc. Donc, on a organisé ce concours de cuisine avec des chefs étoilés qui sont venus à Miroménil. Donc, on a organisé plusieurs saisons. Là, on est à la 3e saison et c'est juste absolument magnifique. Donc, vous imaginez le matin à 9h arriver des gens qui viennent du Mali, d'Irak, de Libye, etc., qui sont encadrés par des accompagnateurs qui ne parlent pas forcément français. Vous avez aussi des enfants qui arrivent comme des grappes, un peu comme ça, qui bousculent un peu les choses, qui sont un peu mal à l'aise, qui peuvent être extrêmement réservés, extrêmement timides, qui vont passer une journée dans un lieu un peu impressionnant, et puis des salariés d'une entreprise internationale, Nutri7, qui eux, en fait, ont l'habitude d'être en contact avec des gens qui souffrent de malnutrition, puisque Nutri7 fabrique en fait des pâtes nutritives qui apportent tout ce qu'il faut pour comme nourriture, on va dire, par jour, enfin comme journée nutritive, quoi. Donc tout ça arrive à Miroménil et bien l'idée c'était de créer une mayonnaise et donc on les emmène, on crée des équipes avec des noms d'équipes, avec des cris d'équipes et tout le monde est mélangé. Donc des salariés, les enfants, les adultes, etc. Et on va dans le jardin potager découvrir qu'est-ce qui pousse à l'instant T et donc les carottes, les choux, tout ce que vous voulez. Ensuite, ils ont droit à des ateliers. Moi, j'ai découvert, c'était génial ces ateliers. Est-ce que vous savez, par exemple, combien il y a de morceaux de sucre dans une bouteille de coca ?
Est-ce que vous savez combien il y a un morceau de sucre dans le petit jus de pomme, là, la brique de jus de pomme que vous donnez à tous vos enfants et qui pourrit leurs dents? C'est juste absolument hallucinant. Et c'est comme ça. Et donc, ils sont passés d'atelier en atelier. Moi, je leur fais faire un atelier qui s'appelle un kimgu. Vous bandez les yeux et vous leur mettez dans la bouche des tas de petits morceaux de pommes, de carottes, de tout ce que vous voulez. Et ils doivent découvrir ce que c'est. Alors, ce qui est génial dans ces équipes tellement différentes, c'est que finalement, les enfants enseignent aux adultes. Les adultes donnent le nom peut-être en anglais, ou etc. Et ça leur rappelle des choses de leur pays et ils expliquent comment est-ce qu'ils les utilisent éventuellement dans leur cuisine, etc. Et donc ça crée un lien qui est absolument magnifique. Ensuite, il y a un déjeuner à Miroménil. Là, j'essaye de mettre les petits plats dans les grands parce que après tout, ils sont là et autant qu'ils en profitent, c'est juste un bon moment. Et ensuite, le chef étoilé est là pour leur donner des recettes. Les recettes sont thématiques, on a fait des soupes, des pâtes, des choses comme ça. Et ils doivent en fait créer un plat et un dessert en équipe. Évidemment, il y a un jury, il y a un concours. Inutile de vous dire que tout le monde gagne. Et ils repartent chacun avec des éléments basiques en fait pour pouvoir cuisiner. Je veux bien mon livre, s'il vous plaît, monsieur. Ça a donné lieu notamment à des éditions de livres, ça s'appelle Chiche Chef, dans lesquels il y a ces fameuses recettes de chefs étoilés et qui permettent finalement de cuisiner de façon relativement simple avec les produits du quotidien. Alors, ce qui est intéressant peut-être par rapport à ce qu'on a déjà entendu jusqu'à maintenant, c'est que finalement, je ne vais pas dire qu'on s'est adapté, parce qu'en fait, c'est une chose qu'on fait tous les jours. On accueille un public qui est un public extrêmement varié, de gens individuels ou de groupes, de passionnés, de déracinés, de tout ce que vous voulez. Et l'idée, finalement, c'est de leur transmettre et de transmettre à tous ces publics la culture française et ce qu'on fait et des choses relativement simples, basiques et évidentes, quoi, finalement. Voilà. Moi, ce qui m'a touchée, pour terminer le plus dans cette opération de Chiche Chef, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est ces moments partagés tous ensemble. Et en fait, il y a des liens dingues qui se créent entre ces enfants qui n'ont plus de parents, ces adultes qui n'ont plus d'enfants ou qui n'ont plus de famille. Dans ce lieu millénaire, et ben, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Ce qu'on entend, c'est que c'est un peu ce qu'avait commencé à raconter Myriam et ce sur quoi a prolongé Sébastien Calpe, c'est le fait que sans rencontre, il n'est pas de changement de narratif. Sans interaction immédiate, on reste dans une position très verticale de bénévole à bénéficiaire et on ne crée pas cette horizontalité dont on a besoin pour apprendre à vivre ensemble. Et la question qui se pose pour les institutions culturelles de façon plus large, c'est aussi est-ce que la politique des publics, celle qu'on appelle la politique de public, est à la hauteur des enjeux pour véritablement créer de la rencontre à très grande échelle dans les musées entre nouveaux arrivants et locaux, entre ceux qui maîtrisent tous ces codes culturels et ceux qui ne les maîtrisent pas encore. On a la chance d'avoir avec nous la directrice des publics du Centre des Monuments Nationaux, Alexandra Dromard. Bonjour. Comment, le temps que le micro marche, comment est-ce que le CMN, déjà, essaye d'être à la hauteur des enjeux en termes de diversification des publics? Alors, bonjour. Juste une petite précision, je suis chef du département des publics dans la direction du développement culturel et des publics. Au Centre des Monuments Nationaux. Pour présenter un peu rapidement, c'est un établissement public national qui a la particularité en fait, de gérer notamment l'ouverture au public d'une centaine de monuments sur le territoire métropolitain. Donc des monuments qui sont très très variés puisque ça va par exemple des sites mégalithiques bretons en passant par le château de Montal par exemple dans le Lot, des monuments plus connus internationalement comme le Mont Saint-Michel au l'Arc de Triomphe ou encore des monuments aussi du XXe siècle comme la villa Cavrois de Mallet-Stevens à côté de Lille. Donc c'est un patrimoine qui est déjà très varié et en termes de politique des publics, on est un établissement qui dépend du ministère de la Culture, donc on a une lettre de mission et donc nos missions de service public, c'est d'accueillir l'ensemble des publics, y compris donc des publics qui peuvent être éloignés en fait de la culture et notamment des lieux culturels et dont le public là dont on parle particulièrement ce matin, donc les nouveaux arrivants en fait, qui sont issus de migrations voulues ou forcées d'ailleurs, comme on l'a vu. Donc ce qui est pour nous important, c'est d'être le plus inclusif possible. Alors je suis désolée, j'emploie un peu le jargon du
du métier de la culture. On travaille, nous, en conception universelle, c'est-à-dire que de base, on essaye d'accueillir le plus grand nombre de publics en termes de variété. Et après, en fait, pour certains publics, on va aller développer des offres spécifiques. Donc, notamment, par exemple, on va travailler avec ce qu'on appelle, nous, des relais, donc beaucoup d'associations, mais aussi des structures, d'autres structures, en fait, qui sont dépendantes soit des collectivités territoriales ou soit même de l'État, pour accueillir au mieux ces publics qui, parfois, du coup, effectivement, ne parlent pas forcément la langue française. Et peuvent avoir aussi des cultures qui sont très éloignées en fait de la culture française. Donc ce qu'on leur propose, puisque le rôle en fait de notre établissement, c'est d'ouvrir à la visite en fait ces monuments, donc de proposer aussi une rencontre, donc avec un lieu culturel, mais aussi avec des artistes. Donc ça peut être à travers d'une programmation, soit on peut penser à des artistes plasticiens, mais aussi qui sont plutôt dans la danse, dans la musique, enfin voilà, tous les types d'art sont représentés. Et de pouvoir permettre aussi donc au public de proximité, au public plutôt du coup public français et francophone, de rencontrer aussi d'autres cultures. Donc dans le cadre par exemple des saisons culturelles, chaque année en fait on accueille des artistes étrangers. Donc, ce qui permet du coup de rencontrer en fait une autre culture. Donc, c'est le rôle aussi de notre établissement et des projets qu'on propose dans les monuments. Par exemple, on a sur 2022 en fait au Cairn de Barnenay, donc c'est en Bretagne. Il y a eu un projet en fait qui a été mis en place avec une école qui accueille en fait justement des jeunes en fait qui sont issus justement de l'immigration pour leur permettre en fait de mieux. Alors c'était dans le cadre aussi, ils faisaient un programme d'intégration professionnelle. Du coup, je rebondis là-dessus. Et nous, notre rôle en tant qu'institution culturelle, c'était aussi de leur proposer en fait un parcours un peu pédagogique et culturel. Et donc ils ont travaillé avec un artiste, Bertrand Mingui, au Cairn, et ils ont découvert pour certains que en fait les sites mégalithiques bretons, il n'y a pas que en Bretagne que ça existe dans le monde entier. Et il y en a notamment au Kenya par exemple, au Cameroun, etc. Et donc du coup en fait c'est des choses, c'est des éléments de culture en fait qui sont communs à l'humanité, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc ça leur a permis aussi d'avoir une autre approche par rapport à leur propre culture pour certains d'où ils venaient, et par rapport en fait au patrimoine qui est à côté de là où ils se trouvaient à ce moment-là. Et donc ils ont proposé un très beau projet en fait artistique, et donc à la fin il y a eu une installation qui a été du coup proposée au Cairn, et où tous les publics ont pu se rendre compte de ce travail-là et de la fierté aussi de justement cette réalisation artistique. Donc après, il y a d'autres sujets aussi, comme par exemple, si je prends les tours de La Rochelle, ça parle aussi de migration, les tours de La Rochelle. Alors pas d'immigration, mais d'immigration, mais ça parle aussi de migration. Si je prends l'Oppidum dans ces ruines aussi, avec le musée archéologique qu'on a rouvert l'année dernière, c'est un musée du coup c'est un petit site en fait de quelques kilomètres carrés sur un promontoire rocheux, et en fait ce site-là nous parle en fait du syncrétisme des cultures, justement, de plusieurs civilisations déjà qui se rencontrent, et qu'est-ce que ça a produit en fait là-dedans. Donc notre rôle c'est d'être très ouvert justement à tout le monde, et de proposer pour chaque public une façon d'aborder en fait la culture. Merci. Merci. On a vu. Merci. On voit donc une grande diversité, ce qui est assez classique et prévisible, des politiques et des idées pour travailler la notion d'inclusion dans le cadre des migrations récentes. J'ai une question pour vous, Heidi. Got a question for you. If there was only one Si il n'y avait qu'un seul critère à appliquer dans les musées pour définir la qualité, s'il y avait un seul, I don't know French or English. English, fine. You got me in the helmet? No? Est-ce que vous entendez? Non? Okay. If there was only one
s'il n'y avait qu'un seul critère important dans des politiques d'inclusion, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous recherchez pour choisir un projet dans le cadre d'une politique d'inclusion? Yes, of course. Is there one criteria that you look at first encore une fois, when you discover a cultural institution? Lorsque vous travaillez sur une politique d'inclusion, quel est le critère le plus important? Et quelle est l'ambition? Pour moi, ce n'est pas tellement mon approche. Pour moi, ce qui est important, c'est de regarder comment les réfugiés sont représentés dans les histoires qu'on raconte, afin de présenter les différentes perspectives et afin de permettre à tout un chacun d'apprendre ce que c'est qu'un réfugié, que ce sont des gens comme tout le monde, mais qui ont connu des circonstances très difficiles. Et donc, avec l'idée d'encourager les gens d'être ouverts, voire de donner de son temps en tant que bénévole. Sébastien. Est-ce que, en tant que musée de l'histoire de l'immigration, est-ce que vous regardez un peu les autres institutions culturelles pour pouvoir enrichir leur façon de penser l'inclusion? Vous m'entendez? Alors, je suis ravi de rencontrer le CMN. On a monté une rencontre en mois d'octobre dernier, internationale, sur 3 questions. Une, les restitutions, qui nous concernent moins. Une autre journée sur les musées de migration. Donc, il y a une vingtaine de musées de migration dans le monde, et de voir quelles sont les pratiques. Et une deuxième journée sur la notion de diversité, qui est une notion qui est très ancrée aux États-Unis, notamment, mais qui est quasi inexistante, enfin, peut-être je ne devrais pas le dire aussi durement, mais en France, ou en tout cas pas perçue avec l'approche américaine, et de voir, d'abord parce que la définition de la diversité est plus complexe en France, et de voir comment en fait la diversité peut être prise en compte dans les institutions culturelles, au niveau évidemment des publics, et c'est un peu ce que vous pensez au niveau, quand on parle d'inclusion en France, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on a appris de cette journée, c'est-à-dire notamment les musées américains qui ont des problématiques même de fréquentation. Cette inclusion, ce que nous ont expliqué les musées américains, c'est qu'elle doit être pensée au niveau même des instances dirigeantes des lieux. C'est-à-dire qu'il est difficile pour un établissement de parler d'inclusion, c'est-à-dire de parler des publics qui habituellement ne viennent pas au musée, si au sein même de l'équipe direction du musée, il n'y a pas des gens qui sont sensibles à ces questions ou qui sont portés par ces questions, qui sont habités par ces questions, ou qui ont... Donc c'est un peu cette problématique alors, on a juste fait une rencontre, hein, on n'a pas changé, et on ne se présente pas comme des prêcheurs qui vont expliquer aux autres comment travailler sur l'inclusion, mais voilà, effectivement c'est une question importante. Alors effectivement, quand on parle de questions de représentation, ça peut être des questions difficiles qui parfois crispent un peu les gens, de comprendre qu'effectivement la question de la représentation et de la représentativité d'une institution culturelle influe énormément sur la réalité de la politique. C'est un mécanisme intellectuel qui est évident pour certains, qui n'est pas simple pour d'autres à assimiler. De ce côté-là, j'aimerais discuter avec Myriam. Myriam, do you hear me? Okay. I'd like to know 2 things. First, 2 choses. Let's say, did 2015 change Est-ce que a little bit the 2015, way, les choses ont changé dans votre musée? Est-ce que vous avez, est-ce que la réflexion a changé sur la représentativité? Est-ce qu'il y a plus de diversité? C'est ma première question. Deuxièmement, si vous avez beaucoup plus de budget multiplié par 10, ce serait quoi votre rêve, votre première action? Oui, il y a plus de diversité. Bon, la représentation a évolué
Bon, déjà, en interne, il y a de l'évolution, mais ça avance lentement. Bien sûr, c'est surtout des Blancs de classe moyenne. Il faut un doctorat en histoire de l'art. Donc déjà, et il faut une excellente maîtrise de l'allemand parce qu'il y a beaucoup de travail administratif aussi. Mais petit à petit, nous arrivons à plus de diversité dans le personnel et dans le recrutement du personnel. Ça vient, mais lentement. Mais au niveau des expositions au musée d'art islamique, nous sommes en train de refaire toute l'exposition. Nous sommes fermés actuellement pour une réouverture en 2027. Donc, nous allons complètement changer la muséographie. Actuellement, nous allons présenter différentes perspectives autour d'un seul objet, par exemple. Donc, il y aura donc des textes, aussi on entendra des commentaires sur les audioguides, sur des personnes qui parlent de leur expérience par rapport à ce type d'objet. Et actuellement, nos chefs de collection travaillent donc justement sur ces perspectives multiples sur les objets. Et nous avons donc invité différentes personnes à participer, à narrer ce qu'on dit sur les objets. Nous avons aussi des programmes éducatifs pour aller vers des publics éloignés. Donc là, il y a beaucoup de changements. Votre deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un plus grand budget? Eh bien, ce que j'aimerais faire, en tout cas dans les médias, je suis chargée des publics éloignés et éducatifs. J'aimerais proposer des formations des instituteurs, par exemple, des enseignants, partout en Allemagne, pour qu'on se rende plus compte de nos biais, nos a priori, nos idées préconçues, qui sont pour certains naturelles. Et il ne s'agit pas uniquement de demander aux immigrants d'adapter. Chacun doit s'adapter et évoluer. Donc ça, c'est une formation que j'aimerais pouvoir proposer aux enseignants. Pour la police aussi, pour les professionnels de la santé aussi, ce sont des domaines dans la société où la discrimination peut peser et être même dangereux. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec un grand budget. J'espère qu'on entend ma demande. Merci même beaucoup. Question pour vous, Alexandra. Si on augmentait de façon très spectaculaire le budget, une petite référence, tout à l'heure Myriam a parlé de Multaka. Il y a un petit programme en France qui s'appelle Samaforol et qui organise aussi des visites guidées dans des langues arabes, persan, russe, pachto, etc. Mais c'est encore tout petit comme initiative par rapport à ce qu'on peut voir à Berlin. De la perspective du Centre des Monuments Nationaux, si on était extrêmement ambitieux en termes de politique d'inclusion, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'on ferait de fondamentalement différent par rapport à aujourd'hui? En fait, ce qu'on ferait, ça serait la difficulté pour nous, c'est de développer en fait des partenariats pour justement avoir des projets et pouvoir toucher du coup ces publics. Je pense que vous le savez, les dernières années, de toute façon, il y a eu là quand même un gros turnover dans un certain nombre de structures associatives justement. Donc nous, on a changé souvent d'interlocuteur. Donc comme je disais, on est un peu sur tout le territoire, donc on a des partenariats nationaux et on a des partenariats locaux, et donc c'est
pour nous, en fait, l'ambition, c'est vraiment de développer plus, hein. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande des interlocuteurs qui sont tous engagés, ça, il n'y a aucune question. Mais du coup, d'avoir des interlocuteurs qui puissent suivre avec nous des projets qui se font, du coup, qui ne sont pas en fait des projets, j'ai envie de dire, juste une seule visite, en fait. Voilà. Donc c'est intéressant, ça veut dire que l'idée, c'est pas de se dire il faut beaucoup plus de moyens pour une politique des publics ambitieuse, mais plutôt il faut un changement politique dans la façon de penser la politique des publics avec beaucoup plus de continuité. C'est plutôt ça le message, c'est-à-dire il faut une prise de conscience que la question de l'intégration se traite sur le très long terme, à l'inverse d'autres questions sur lesquelles on travaille plus sur le court terme dans le monde des musées. Alors, en tout cas dans le monde, je ne vais peut-être pas parler au nom des musées, mais au nom des monuments nationaux, par essence, en fait, nous, c'est le temps long, déjà. Mais en tout cas, on réfléchit à court, moyen et long terme, bien sûr. Donc, alors, je dirais jamais que c'est pas une question de moyens, hein, très clairement. Hein, les moyens, c'est important. Les moyens humains aussi. C'est pas forcément que financier, en fait. C'est aussi des moyens humains. Merci. Nathalie, même question. Si on multipliait le budget par 100, Château de Miromesnil sur la politique des publics, ce serait quoi la première action? Et ensuite, on va prendre une question éventuellement dans le public. Ce serait un truc de dingue. Ça permettrait de développer notamment des supports écrits en plusieurs langues, etc., de façon à ce que cette culture française et patrimoniale soit mise à la portée de beaucoup plus de monde. Et surtout, ça nous permettrait d'exporter ce fameux 6 chefs dans d'autres régions, en fait, ce qui est un peu le rêve de Nutri7, et pourquoi pas le nôtre aussi, parce que vraiment, ce qui s'y passe est tellement magnifique que ça pourrait permettre d'essaimer en France. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant qu'on puisse clore cette table ronde? Je vois une main qui se lève au fond. Si Annabelle peut lui transmettre un micro. Merci. Donc on a une question. Est-ce qu'on a une deuxième avant qu'on puisse clore la session? Je vois une question a priori. Je vais lui donner mon... I can give my microphone if necessary. Je peux... Non, c'est bon, un micro arrive. Oui, bonjour. J'ai entendu la question qui était posée tout à l'heure sur le rêve de faire quelque chose qui aille vers les publics. Mais je voulais savoir comment est-ce que le musée... Vous entendez pas? Comment est-ce que le musée de Berlin avait été reçu par les écoles dans lesquelles il distribuait son jeu? Quel était le lien, le contact? Eh bien, nous venons de lancer en décembre le jeu et le site, le portail. Mais nous travaillons avec une agence de communication spécialisée dans l'éducatif et qui commence à faire le travail d'aller vers les écoles dans les différents Länder allemands et nous faisons de la publicité sur des plateformes où les enseignants partagent des ressources. Donc, pour le moment, nous recevons beaucoup de commandes et donc, mais il est encore un peu trop tôt pour vous dire si cet effort va être payant ou pas. Il n'y a pas de... Ah, je vois une autre question. Je crois qu'il y a une main qui se lève. Juste une question. Vous m'entendez? Ah oui, pardon. Magnifique manifestation déjà, merci. Et madame, je voulais vous demander si c'était traduit en français, le jeu. Non, actuellement, c'est disponible et uniquement en allemand, mais si on a du financement, pourquoi pas? Une traduction en anglais, en français, peut-être d'autres langues. Oui, ça serait bien avec oui, merci beaucoup. Plus de budget. Juste au moins sur la règle du jeu. Merci. S'il n'y a plus de questions, alors cette table ronde, je pense, a été... premièrement, beaucoup trop courte, puisque nous avons eu à peine le temps d'entendre chacun de nos invités, mais c'est le lot d'avoir des invités de bonne qualité en grand nombre.
Ce qu'on retient, si vous me permettez une conclusion rapide, c'est peut-être que de la même manière que dans les autres sphères de notre monde économique, il faut essayer de passer d'une logique d'intégration, à Rome faisons comme les Romains, à une logique d'inclusion. Comment on se flexibilise pour donner à tous la possibilité de travailler ensemble à définir et à designer les choses et nos politiques. Il y a quelques institutions exemplaires qui ont engagé ce travail, sans surprise. À Berlin, avec la volonté politique qui allait avec dès 2015, il y a sans doute un petit peu d'avance et un peu d'avant-gardisme. Ce qui est intéressant pour vous, professionnels du monde de la culture et des musées en particulier, en dehors de traduire évidemment les Jeux berlinois, c'est de savoir comment vous allez, dans votre politique et dans votre façon de penser ce design commun, intégrer davantage de diversité dans la conception même de vos institutions. Merci à tous de votre écoute.